Rebonjour à tous et à toutes. Et je suis en tout cas très honorée d'être parmi vous ce matin et très honorée d'avoir été invitée par Laurent Tasquin au sein du laboratoire RH de Louvain et également ravie que la mise en relation ait pu être faite par l'intermédiaire de Fabrice Anderlin, ici présent. Pour moi, l'initiative de ce type de séminaire qui mêle à la fois réflexion philosophique et entrepreneuriat, si je puis dire, parce que vous venez tous d'entreprises, illustre la pertinence et, de mon point de vue, la fécondité aussi d'un dialogue entre entreprises et universités. Et c'est ce à quoi nous sommes, au sein du cabinet ASM Conseil, que j'ai créé en 1993, très attachés depuis 25 ans déjà. Alors, j'ai été invitée pour vous présenter la réflexion qui a donné lieu à un livre que j'ai publié avec Yves Michaud, philosophe, et qui a été publié aux éditions Odile Jacob, comme Laurent Tasquin vous l'a précisé, qui s'intitule « Mutation des entreprises, des responsabilités humaines des dirigeants ». Je vais m'exprimer ici pour vous faire part des réflexions qui ont été à l'origine de ce livre, de cette publication, et qui sont des réflexions qui traversent aujourd'hui notre pratique au sein du cabinet. Je vais m'exprimer évidemment dans une langue un peu hybride, hein, qui mêle cet esprit universitaire et cet esprit d'entreprise. Et du coup, je tiens à préciser que, alors est-ce que c'est de par ma tradition lyonnaise, je m'inscris dans l'esprit humaniste, d'humanisme social lyonnais, qui ne dissocie pas la pensée et l'action. Pour moi, il n'y a pas de dissociation entre les deux. Et je reprendrai une des citations d'Aristote, qui disait « Si la philosophie ne servait pas à mieux vivre, elle ne vaudrait pas une heure de peine ». Alors j'espère qu'effectivement ces 45 minutes vont nous permettre d'avancer un petit peu sur cette réflexion sur la mutation numérique, sachant que, pour faire un lien avec ce que vous avez exprimé, Laurent Tasquin, et parce que j'aime bien ne pas surpromettre, je ne suis pas sûre d'apporter des réponses. Hein. Il est possible que j'ajoute des questions, peut-être, aux questions que vous vous posez vous-même. Hein. Alors, peut-être que vous vous demandez pourquoi un cabinet de conseil dont le métier est d'accompagner le développement d'équipes dirigeantes qui s'engagent dans la transformation des entreprises pour un développement responsable décide de prendre le temps d'écrire un livre. Eh bien parce que les applications numériques questionnent radicalement nos manières d'être et par là même de travailler, mais également l'évolution de nos sociétés. Et c'est pour cette raison que, de mon point de vue, on peut parler de mutation. Ce questionnement nous a paru tellement important pour penser la décennie à venir qui nous a amenés à concevoir ce projet de livre. Je tiens à préciser que ce livre a été écrit par des optimistes vigilants. Hein. Il regroupe 8 dirigeants d'entreprise et 4 universitaires au profil varié. Et les dirigeants d'entreprise sont issus de secteurs divers. C'est un livre qui repose sur du dialogue et également sur des témoignages. Et par optimisme vigilant, j'entends le fait qu'il ne s'agit pas de porter une charge contre les technologies numériques. Ça, de mon point de vue, d'ailleurs, même d'un point de vue philosophique, ça n'a pas de sens. L'être humain, Homo sapiens, c'est Homo habilis. Hein. L'être humain est toujours outillé. Hein. C'est un homme-outil. L'histoire des outils va de pair avec l'histoire de l'humanité. Mais toute la question, c'est de bien, à toute époque, repositionner, de mon point de vue, la finalité des outils. Alors, et c'est en ce sens que je vais porter mon questionnement. Ce questionnement, et d'où cette citation que j'ai sélectionnée en ouverture du propos,
de mon point de vue, requiert une approche pluridisciplinaire. Et à la fois, il faut le point de vue des spécialistes des technologies, mais je pense aussi, parce que les nouvelles technologies amènent une évolution de nos modes de vie, pour reprendre votre terminologie, que j'apprécie particulièrement, il est nécessaire aussi que l'on se questionne sur le type de société qu'amène l'évolution de ces technologies. Et on va voir, enfin j'espère vous montrer pourquoi, finalement l'évolution de la société est une question qui traverse, et plus qui doit, de mon point de vue, au sens éthique du terme, traverser aussi l'entreprise. Donc à aucun moment une conscience n'est capable d'un accroissement d'être, qu'elle n'en soit redevable tout d'abord à son dialogue avec une autre conscience. Cette citation, je l'ai choisie parce que je crois que c'est par le dialogue, dans un monde où nous avons une approche de plus en plus complexe des interrelations, des interconnexions, des différents domaines de nos vies, il est important que le dialogue s'instaure. Alors, pour introduire mon propos, laissez-moi, comme la philosophie en est assez familière, commencer par des images. Des images qui illustrent finalement le champ de cette mutation numérique. La première image que vous voyez apparaître là, c'est une image de reconnaissance faciale. Et la reconnaissance faciale, elle est utilisée dans différents domaines. C'est un logiciel de reconnaissance faciale. C'est utilisé évidemment à des fins sécuritaires, pour passer des frontières, mais aussi pour entrer dans un site, sur un site industriel, dans une entreprise, avec un site de production. Et puis, vous l'avez sans doute vu ou lu, parce qu'il y a un certain nombre d'articles publiés en ce sens actuellement. Elle est utilisée également dans certaines parties du globe, en Chine en particulier, comme outil de régulation sociale. Deuxième image, vous avez là un flot de mails, un flot de mails qui envahit nos vies à tout moment, évidemment qui permet d'aller vite dans la communication, mais qui permet aussi d'être connecté 24 heures sur 24. Troisième exemple, vous avez ici un assistant domestique, préfiguration d'ailleurs peut-être de tout métier d'assistanat pour demain, qui, bien sûr, peut nous soulager de tâches dites à faible valeur ajoutée, et qui, en même temps, peut amener à supprimer des emplois ou peut amener à se retrouver dans des situations de solitude, justement, dans des contextes professionnels où, à force de simplifier les tâches, eh bien, il ne reste plus qu'une personne dans un service pour s'assurer du bon fonctionnement des robots. J'y reviendrai. Nous avons une autre image qui représente la dataïfication d'un parcours professionnel dans un système de logiciel RH, qui permet bien évidemment là aussi de se repérer très très rapidement et globalement dans l'identification de situations critiques qu'en tant que responsable des ressources humaines, par exemple, il faut prendre en compte, mais en même temps qui laisse assez peu de place au parcours atypique. Nous avons ici une image qui traduit la pollution numérique, qui représente aujourd'hui 10% de la consommation mondiale d'énergie. Nous avons ici la maison connectée, là encore, avec beaucoup d'avantages, mais peut-être aussi quelques limites dont nous reviendrons. La télémédecine, qui permet un accès aux soins où que nous soyons, mais qui en même temps dépersonnalise la relation. Nous avons la production 3D et la reproduction 3D des objets. Et enfin, nous avons
le séquençage génomique qui permet de traiter de la médecine personnalisée. Et pour finir, et je vais m'y arrêter un petit peu plus, le dilemme de la voiture autonome. Nous voyons à travers ces exemples ce qui justifie les applications numériques. La recherche de facilité, de simplicité, de rapidité, de prédictibilité, de sérénité, du moins apparente. Ces applications nous parlent du rapport de l'homme à l'outil, qui est inscrit, comme je disais tout à l'heure, de longue date dans l'histoire de l'humanité. Et l'homme construit ses outils pour maîtriser son rapport au monde. Mais du coup, je vais faire un zoom sur la voiture autonome dont le développement suscite encore beaucoup de questionnements, même récemment. Enfin, apparemment, son développement est même ralenti. Bon, qu'est-ce qui préside à la voiture autonome? Un constat d'abord. Nous sommes imparfaits, notre vigilance n'est pas constante, notre conduite n'est pas toujours disciplinée, notre vue peut être défaillante, notre énergie fluctuante. Bref, nous avons une sorte de honte, on pourrait dire prométhéenne, d'avoir été créés face aux choses qui peuvent, elles, être fabriquées à la perfection. Alors, nous avons le projet de créer une conduite parfaite qui pallierait nos défaillances et qui nous amène à nous laisser conduire par une machine. Mais voilà. La machine ne pense pas. La machine reproduit la consigne qu'il a programmée. Ce qui veut dire que la machine simplifie le réel de manière à ne pouvoir douter de rien. Elle supprime les cas de conscience parce qu'elle n'a pas de conscience. Aucune intériorité qui pourrait abriter une sensibilité. Pour répondre à la question qui est de savoir quelle est la meilleure décision à prendre, là vous ne le voyez pas forcément très précisément sur l'image, mais en l'occurrence, il y a un dilemme. Les freins de la voiture autonome ont lâché. Et il va falloir programmer, dans ce cas de figure, la voiture pour savoir s'il vaut mieux écraser un enfant, une personne âgée, ou se sacrifier soi-même en tant que conducteur en envoyant la voiture contre un mur. Bien. Pour répondre à la question qui est quelle est la meilleure décision à prendre, il faudra un jour fixer comme norme s'il vaut mieux tuer un enfant ou tuer une personne âgée ou se sacrifier. Et après se débrouiller pour vivre avec la décision de cette machine, sauf si c'est le sacrifice qui l'emporte, bien sûr. Mais peut-être que d'ici là, la notion même de cas de conscience sera devenue obsolète, préfigurant alors ce que Gunther Anders appelait l'obsolescence de l'homme. Alors vous allez sans doute trouver ce propos introductif un peu radical, mais pourtant à y regarder de près, je pense qu'il invite à penser la pointe du problème de la mutation numérique, capable du meilleur. Et sur cela, je ne reviens pas, parce qu'il y a un tel développement de ces technologies, bien sûr qu'il y a des bénéfices, mais capable aussi du pire. Et la question centrale, de mon point de vue, de cette mutation numérique, est de savoir comment on reste humain en utilisant des outils qui modifient notre rapport au monde de manière radicale. Comment garder une pensée critique des usages qui permettent de trouver la juste mesure entre une recherche d'efficience et la construction d'un monde meilleur. L'enjeu est de taille pour les entreprises. 14% de croissance du marché de l'intelligence artificielle d'ici à 2030. C'est le premier relais de croissance au niveau mondial. Première opportunité de croissance. Mais il est aussi politique. Je ne donnerai qu'un exemple. Ça représente 10% de la consommation d'énergie mondiale. Et il est également anthropologique. Nous passons 6,5 heures par jour en interface homme-machine, en moyenne. 2,2 heures en moyenne sur des médias sociaux.
il y a une croissance extrêmement importante d'internautes et nous avons actuellement 130% d'équipements de mobiles en Europe. Ce qui veut dire que nous avons évidemment plus d'un mobile par personne. La connexion généralisée formate l'évolution de nos modes de société et de nos modes de vie. Et je pense qu'il s'agit d'être le plus conscient possible de ce formatage. Nous pourrions dire que cette question déborde le cadre de l'entreprise. En fait, elle la traverse de part en part. Je vais donner un exemple. Récemment, vous l'avez peut-être vu dans la presse, donc bon, peu importe, c'est un groupe pharmaceutique dont l'application digitale permettant de suivre son taux de glucose dans le sang pour des personnes souffrant d'affections diabétiques est tombée en panne. Bien. Ça peut toujours arriver. Là, il y a un enjeu politique. Il y a un enjeu politique parce que ce type d'application se développe aussi parce que ça permet de réguler des dépenses de santé. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail par rapport à ça, mais il est vrai que ce type d'application augmente la qualité de l'observance, c'est-à-dire de la régularité du traitement, et que la qualité d'observance améliore la qualité de vie. Donc voilà, il n'y a pas de diabolisation à avoir par rapport à ça. Et en même temps, il y a aussi un enjeu politique. Parce que si vous regardez ce qui s'est passé, il y a des personnes qui utilisaient cette application qui étaient à plus de 50 km de la première pharmacie. Pour certaines, en situation de dépendance, qui n'avaient pas forcément autour d'elles des personnes pour les aider. Et puis un enjeu anthropologique. Des patients qui se sont exprimés et qui ont dit « Moi, j'avais perdu l'habitude de suivre mon taux. Je me reposais entièrement sur la machine. C'est-à-dire, j'étais entièrement dépendant de la machine. » Voilà. Alors, j'ai choisi cet exemple uniquement, bon, on pourrait les multiplier, ce n'est pas l'enjeu, mais de vous dire que, vous voyez, une décision a été prise à un moment donné par une direction d'entreprise en toute bonne foi, avec les meilleures intentions du monde, de développer ces applications. Et en même temps, il me semble que dans ces développements, on ne peut pas faire l'économie d'avoir une vision plus large de leur utilisation. Alors, je vais développer mon propos en 3 temps, après cette large introduction. Les enjeux, plus précisément, de la mutation numérique, quels changements pour la vie des entreprises et quelques pistes, mais sous forme de questions, pour prendre soin de notre humanité au travail. Enjeu de la mutation numérique, en premier point. Ce qui est compliqué, c'est que c'est justement complexe. C'est-à-dire, c'est ni compliqué ni simple, d'où cette citation de Paul Valéry. Tout ce qui est simple est faux et tout ce qui est compliqué est inutile. C'est complexe parce que la mutation numérique nous impose de penser les effets à différents niveaux. La frénésie qui s'est emparée du développement des technologies numériques et la prolifération des algorithmes amènent à apporter en fait de nouveaux prescripteurs de pensée. Ces nouveaux prescripteurs pourraient nous amener à croire qu'on peut trouver l'action juste sans penser et donc de se passer de l'effort et de l'inquiétude de cette activité de pensée. Or, au contraire, il apparaît que l'exigence de réflexion dans l'entreprise n'ait jamais été aussi importante, aussi utile. On peut s'entendre sur les termes. Et ça, je souhaite revenir à cela, parce qu'on parle beaucoup du numérique, on parle indifféremment du numérique et du digital. En fait, pour moi, la numérisation date déjà du XVIIe siècle. Le modèle du numérique, qui veut dire traduire la réalité du monde en nombres et en chiffres, c'est la volonté de mathématiser notre monde, notre rapport au monde. Et la digitalisation, évidemment, c'est plus récent. Digital vient de doigt, c'est le développement de tous les outils qui
permettent justement cette numérisation sur tous les champs d'activité. Et c'est à partir de l'extension de la bande passante en 2005 qu'on peut parler véritablement de la mutation, car l'évolution technologique a touché tous les secteurs d'activité. Nous bénéficions chaque jour des applications du numérique dans la santé, dans le partage des savoirs, dans la gestion des ressources, pour le décloisonnement des frontières, pour la mise en réseau de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées sans ces applications, et pour la démultiplication de notre intelligence calculante, qui permet de modéliser des réalités de plus en plus complexes. Normalement, potentiellement, la numérisation doit nous permettre de libérer du temps pour nous dédier à autre chose. Or, c'est l'inverse qui se passe. Et nous arrivons aujourd'hui à un stade critique dans l'impact de ce développement. Celui où les outils numériques pourraient nous amener à fragiliser notre capacité de penser, notre capacité de sentir et par là même notre liberté de choisir. Le numérique modifie notre rapport au monde sur 3 registres principaux de mon point de vue, qui sont les fondements même de notre structuration mentale. La distorsion de la temporalité, avec une illusion d'immédiateté, la distorsion de notre rapport à l'espace, avec une illusion d'ubiquité, on a l'impression qu'on peut être à plusieurs endroits en même temps, et la distorsion de la relation aux autres, avec l'illusion d'une présence virtuelle. Des exemples concrets sont multiples. La chirurgie à distance, où on a une numérisation complète de vos données physiologiques pour pouvoir intervenir en chirurgie à distance. Mais je prends un exemple très proche de la vie quotidienne des entreprises. Le fait que, dans une entreprise, par l'intermédiaire de l'outil ICAL, par exemple, ou Outlook, on va planifier des réunions sans tenir compte du fuseau horaire pour des groupes internationaux. Autre exemple également, le fait, par un algorithme, de se voir positionné en tant que talent dans une entreprise, dans une catégorie de haut potentiel ou pas, sans qu'il y ait pour autant un approfondissement des situations particulières et contextualisées du développement des personnes. Dans tous ces cas, il n'y a aucune mauvaise intention. Et je fais partie de celles qui pensent que le progrès est toujours, au départ, animé de bonnes intentions. Mais il peut être dévastateur lorsqu'il y a une insuffisante prise en compte des conséquences. Et je pense que, du coup, se poser la question de nos responsabilités humaines, c'est véritablement l'enjeu de cette mutation numérique. De quoi nous voulons et de quoi nous pouvons répondre en tant que personnes concrètes, c'est-à-dire en tant qu'être doté d'une subjectivité vivante, doté de conscience. Je vous invite à réfléchir aux effets paradoxaux que génère l'utilisation des applications numériques et qui amènent à penser la complexité. Un exemple, le fait d'être connecté sans être relié. Deuxième exemple, d'avoir de plus en plus accès à l'information avec de moins en moins de possibilités d'en garder la mémoire et de la structurer. Le fait de pouvoir tout trouver comme information, mais avant tout, avec les systèmes qui personnalisent, en fait, les moteurs de recherche qui personnalisent vos recherches, d'avoir de moins en moins la possibilité de découvrir ce qu'on n'a pas cherché. Et d'avoir l'impression d'être toujours plus libre de s'exprimer, notamment via les médias sociaux, etc., mais alors que tout peut être retenu contre nous. Donc, par responsabilité ici, je pense qu'il faut viser la capacité à rechercher une juste mesure pour répondre des conséquences de nos actes en croisant les différents niveaux d'appréhension de ce qu'il est bon de faire. Un niveau économique, un niveau politique,
quelles sont les implications sur les équilibres de la société, et un niveau anthropologique, quelles sont les implications sur l'évolution de nos modes de vie, dans les situations de décision concrètes, pour ne pas être dupe de nos bonnes intentions, et en particulier dans la vie des entreprises. Alors, quel changement pour la vie des entreprises, justement? Il s'agit de trouver la juste mesure. Là, j'ai choisi une citation de Pascal, en réponse à une sorte de démesure de la prolifération des outils numériques, qui veut faire l'ange, faire la bête. Comment on peut faire la bête? Comment on peut garder la juste mesure? Pour moi, il y a déjà à prendre en compte 4 changements majeurs dans l'entreprise liés à la mutation numérique. L'évolution du rapport entre société et entreprise, l'évolution des conditions de travail, de nouvelles exigences en matière de leadership et de gouvernance, et enfin, de nouvelles exigences pour développer la qualité de la coopération. Évolution des rapports entre société et entreprise. L'accessibilité des données, et avec cela les exigences de transparence de la société civile, mais aussi des marchés et des consommateurs, brouillent les frontières entre l'entreprise et la société. L'entreprise est sous surveillance généralisée, d'où les enjeux très forts de réputation, tout comme elle a les moyens d'assurer aussi la traçabilité de l'activité des collaborateurs. Avec ce brouillage des frontières, l'entreprise joue, je pense plus que jamais, un rôle d'opérateur de société. Donc elle ne peut pas s'affranchir d'une certaine manière de son rôle de fait politique. Pas politique au sens des partis, mais politique au sens de son action sur l'évolution de la société. Cette évolution se traduit notamment par l'obligation de publier, par exemple, les rapports RSE quand on est une entreprise cotée. Ça présente une opportunité, de mon point de vue, de régulation de l'économique par le social, mais également des limites en termes d'accroissement des pressions de conformité comportementale. Je prends un exemple, les GAFAM modifient nos comportements. Il y a un certain nombre de cercles dans lesquels il est juste quasiment impossible de ne pas avoir un compte Facebook, même si on ne veut pas en avoir un. Bien. L'entreprise, du coup, a une influence de plus en plus forte sur l'évolution des sociétés et sur le développement d'outils qui peuvent transformer les équilibres sociétaux. Je cite notamment à ce titre la lettre annuelle pour les vœux de BlackRock, qui est une agence d'investissement et de notation des entreprises, une des plus grandes agences mondiales. Et la lettre du CIO Larry Fink, que ce soit en 2018 ou en 2019, parce qu'il a reconduit ce message en 2019, a été justement de dire on continuera à investir sur des entreprises qui prennent vraiment la mesure de leur impact sociétal à long terme et qui, du coup, ont les moyens en interne d'intégrer dans leur stratégie l'évaluation de cet impact sociétal. Deuxième évolution, celle des conditions de travail qui évoluent profondément. Je vous invite d'ailleurs à, si vous ne l'avez pas encore lu, mais à prendre connaissance du récent rapport de l'OIT sur l'évolution sur les conditions de travail de l'utilisation des nouvelles technologies. Alors, de nouveaux métiers apparaissent et d'autres, évidemment, disparaissent. Alors là, je ne vais pas parler de chiffres parce qu'on a tous les chiffres possibles dans les études, mais il y a une hypothèse, en tout cas, de destruction d'emplois avec l'évolution des technologies numériques. Mais surtout, ce que je voudrais relever là, c'est l'accélération des rythmes d'adaptabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des métiers qui changent. On peut parler des métiers d'opérateurs. On peut parler également très, très différemment du leadership. Le leadership s'horizontalise. Les compétences à acquérir pour un leadership transversal ne sont pas du tout les mêmes que dans un cadre d'organisation très hiérarchisé.
L'enjeu, quels que soient les métiers, pour moi, l'enjeu principal est de se questionner sur l'évolution des rythmes de travail, pour ne pas tomber dans le cadre de cadences infernales et insoutenables. Sachant que rythme et cadence, justement, ce n'est pas du tout la même chose. La cadence, elle est imposée. Le rythme, c'est le déploiement qui m'est nécessaire pour bien faire ce que j'ai à faire. Comme Simone Veil déjà le développait très fortement dans la condition ouvrière au siècle dernier. Confondre rythme et cadence et accélérer la cadence, c'est prendre le risque d'aller sur un épuisement programmé. Et plus gravement encore, de se couper de l'ingéniosité, de l'innovation, de la créativité des personnes qui, comme c'est le cas pour chacun d'entre nous, ont besoin d'un temps libre, entre guillemets, qui n'est pas un temps où on ne fait rien, mais y compris dans son activité professionnelle, pour prendre du recul sur ce que l'on fait et garder le sens de ce que nous faisons. Je vous invite là aussi à faire le lien avec des travaux de Christophe Dejour, qui est un psychiatre, sociologue, qui est le père de la psychodynamique du travail, notamment dans ses ouvrages « Le travail vivant », qui a montré combien la capacité à réaliser un travail que l'on considère de qualité à ses propres yeux et aux yeux des autres est essentielle pour l'engagement professionnel et la santé au travail. Et sans faire référence à Christophe Dejour, le dernier rapport de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, rend compte également des mêmes faits, chiffres à l'appui. Autre point qu'on pourrait signaler, c'est l'utilisation massive des écrans, la masse exponentielle d'informations traitées qui nous demande de plus en plus de vigilance, mais qui affecte notre attention. Là aussi, j'attire votre attention sur des études qui sont en cours, aux États-Unis notamment. Le NIH est en train de mener une étude longitudinale, notamment sur des enfants et des jeunes adolescents, qui montre qu'au-delà de 2 heures d'interface écran, il y a un appauvrissement des capacités cognitives. Alors, on voit cela aussi, finalement, dans des décisions qui se prennent de plus en plus vite et parfois trop vite. Des mails qui partent trop vite, qui d'ailleurs demandent du temps ensuite pour récupérer ce qu'on aurait eu meilleur compte de réfléchir un petit peu avant. Et aussi des décisions parfois fâcheuses ou des décisions qui sont prises à l'emporte-pièce dans des comités de direction où il est courant aussi d'avoir du multitasking. Et là encore, je fais référence à des travaux menés très sérieux par le MIT sur le fait que dès que je change de tâche, même si on considère, même pour les femmes, contrairement à ce qu'on pense, si je change de tâche, mon cerveau a besoin en moyenne de 20 minutes pour retrouver le niveau de concentration qu'il avait dans la tâche précédente. Donc on perd en attention. Voilà. Alors, troisième évolution, le rapport au pouvoir et à la gouvernance se trouve questionné aussi, pour créer des conditions d'intelligence collective, précisément. Face à cette complexité, face à cette masse d'informations, face à ce questionnement nécessaire sur la finalité du développement du numérique, eh bien, il y a lieu d'organiser la construction d'un bien commun et d'impliquer toutes les parties prenantes. Là, je peux vous signaler les travaux de Cécile Renoir en France sur ces sujets-là, qui a une notoriété aussi internationale, mais qui travaille dans la continuité des travaux d'Ostrom sur la notion de bien commun. Et finalement, l'entreprise, aujourd'hui, doit se préoccuper du bien commun. Donc, au niveau de la gouvernance de l'entreprise, eh bien, on a à se questionner sur les représentativités de la société civile. Et des choses commencent à se mettre en place en ce sens, avec la mise en place de comités des sages, par exemple, avec des experts externes de la société civile, des liens qui se font de plus en plus fréquemment avec l'université. Il est important
d'assurer de manière très concrète qu'une réflexion éthique puisse exister dans l'entreprise alors que le temps manque. Ça demande d'intégrer une réflexion sur les valeurs qui prévalent dans l'entreprise et qui orientent les décisions. Mais cela, je pense, requiert avant tout que les décideurs restent des personnes, c'est-à-dire que les décideurs prennent conscience aussi de leurs biais cognitifs liés à l'urgence, biais cognitifs liés à la masse des informations, et du coup développent de plus en plus des approches collaboratives. Et j'en viens du coup à cette évolution toute particulière qui doit être apportée, de mon point de vue, à la qualité de la collaboration pour que le travail ne se réduise pas au management par les nombres. Il y a des situations aujourd'hui paradoxales où l'innovation qui est recherchée dans les entreprises, la confiance, qui est énoncée comme un levier majeur de développement, s'accompagne de réunions de travail où tout se fait à distance et où toutes les personnes ont les yeux rivés sur l'avancement de projets communs sans même se connaître. Sans même se connaître. Où les modes d'échange numérisés réduisent la nature de la collaboration à une dimension transactionnelle. Où le morcellement des tâches fait perdre le sens de l'action collective et donc réduit aussi la qualité de la contribution. Or, nous savons, là aussi, et grâce, par ailleurs, aux technologies numériques, nous savons, par le MIT, que la créativité, l'intelligence collective, le fameux mot qu'on entend très régulièrement dans les entreprises, est directement liée au nombre d'interactions en présentiel avec les personnes et à la connaissance interpersonnelle. Alors, en guise de conclusion et peut-être d'ouverture à la discussion qui va suivre, et sous forme de questions, voilà, plus que de réponses, comment prendre soin de notre humanité au travail? J'ai repris là une citation de Georges Bernanos qui est dans ses écrits de 1944, La France contre les robots, que j'ai trouvé particulièrement, particulièrement visionnaire. Le danger n'est pas dans la multiplication des machines. La question, ce n'est pas d'être contre les machines, mais dans le nombre croissant d'hommes habitués dès leur enfance à ne désirer que ce que les machines peuvent donner. Je pense que la question qu'on a à se poser, c'est la question du désirable. Nous voulons quoi? Nous voulons quoi comme société? Nous voulons quoi comme vie humaine? Et je lance là 3 pistes de réflexion pour que le développement numérique reste du côté du meilleur. J'ai dit au début, il est capable du meilleur comme du pire. Je pense aux travaux ici de Gilbert Simondon, qui a largement contribué à problématiser notre rapport à l'outil, notamment dans son ouvrage du mode d'existence des objets techniques, où il rappelle que tout système technique est porteur de valeurs. Et il aborde 2 manières de concevoir le rapport aux outils, en développant des systèmes abstraits qui imposent des valeurs au système ou en développant des systèmes concrets où les valeurs sont discutées avec les utilisateurs de ces systèmes. Bon, évidemment, vous aurez repéré de quel côté il me semble que nous pouvons aller et explorer. En tout cas, si nous voulons trouver l'équilibre entre pragmatisme et humanisme. Alors, quelle piste dans la pratique, quelle forme ça peut prendre? D'abord, je crois, premier point, la recherche de sens partagé au sein de l'entreprise. Se poser la question du pourquoi, le lien du développement numérique avec la raison d'être de l'entreprise. Là encore, je vais prendre un exemple dans le secteur pharmaceutique. Bon, on a une raison d'être, créer de la valeur pour le patient. Mais du coup, quand on va se poser la question du système numérique à développer, des applications numériques, on parle de la transformation digitale dans le secteur de la santé, mais sur ces outils user-friendly dont j'ai parlé tout à l'heure, par exemple l'application qui permet de suivre son taux de glucose. La question, c'est jusqu'où
autonomiser le patient, jusqu'où lui rappeler aussi à chaque minute qu'il est un patient avant d'être une personne. Ça pose une question éthique. Hein. Autre exemple, dans le transport, se poser la question de la traduction en raison d'être, de créer de la valeur pour une mobilité soutenable, hein, qui est une raison d'être d'un des grands transporteurs du rail français. Eh bien, ça peut amener à développer avec le numérique, hein, et c'est un développement positif, des alliances entre le rail et la voiture pour le covoiturage, pour polluer moins. Bon, mais là ça a vraiment du sens. Deuxième piste, maintenir le rapport au réel. C'est-à-dire veiller à ce que des espaces de délibération existent pour la prise en compte des données concrètes de la réalisation du travail. Là, je prends un exemple dans le secteur de la construction. Le secteur de la construction, où on a une culture d'ingénieur et une culture de projet. Et en fait, où, avec les algorithmes, on arrive finalement à organiser le retard systématique des projets. Pourquoi ? Parce que l'algorithme définit un projet idéal. Et que dans la vraie vie, un projet, ça ne se passe jamais comme on l'a prévu. Donc s'il y avait une conception des systèmes d'information qui permettent de prendre en compte des données plus précises du réel des opérations sur un projet complexe de construction, eh bien, il y a quelques organisations qui se lancent dans ces projets-là. Je pense qu'il y aurait aussi plus de réalisme. Hein. Troisième piste, maintenir une coopération vivante, c'est-à-dire qui intègre de l'imprévu, où chacun ait le sentiment de pouvoir donner du sien, développer son autonomie par rapport à l'organisation prescrite, c'est-à-dire l'importance de la spontanéité. Spontanéité qui se traduit dans l'entreprise par le fait de pouvoir garder des temps libres, des temps pour l'échange informel, des temps pour la rencontre fortuite, pour la sérendipité dont nous savons qu'elle est à l'origine de l'innovation. Par ailleurs, levier important de développement économique aussi des entreprises. Alors, cela requiert aussi, et peut-être avant tout, d'où le titre de l'ouvrage qu'on avait choisi, que les leaders prennent conscience pour eux-mêmes et pour les autres des conditions de cette coopération vivante, en limitant l'utilisation de médias froids et maintiennent l'exigence de ne pas être embarqués dans le flot incessant de cadences infernales d'un temps qui n'a plus de rythme, de résister à l'illusion d'un toujours plus, infini, pour organiser des espaces de réflexion propices à la co-construction, à la délibération, au débat fécond avec plusieurs parties prenantes qui permettent d'avoir envie de donner de soi pour construire un monde commun qui développe et qui reconnaisse chacun. Ces explorations, bien sûr, restent ouvertes à chaque entreprise et à chaque organisation de trouver son équilibre propre qui contribue à une performance responsable. Merci de votre attention.